Bonjour pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader que nous allons vivre ensemble. Alors c'est une partie que je vais jouer en solo et je garantis, comme c'est marqué sur l'image, des erreurs de règles, des fautes tactiques et l'absence de sérieux. Bref, mon principe, c'est un enregistrement non monté, donc il n'y aura pas de montage, bien sûr, je vais user des pauses sur mon logiciel d'enregistrement d'écran, mais on va essayer de suivre une partie en solo avec l'idée que cela puisse, je dirais, instruire, faire du bien, divertir, en particulier les joueurs débutants pour qu'ils voient comment ça se passe, et puis les autres, si ça les amuse de voir Robin jouer solo. Alors bien sûr, Advanced Code Leader n'est pas fait pour le jeu solo, il n'y a pas simplement d'aspects cachés, etc. Donc ceux que cela insupporte de voir une partie solo, mais il n'y a aucun problème, il y a plein de chaînes YouTube, vous pouvez aller vous promener, faire du sport, amusez-vous. Mais pour ceux qui supportent le traitement, bienvenue. Le but c'est donc qu'on s'amuse ensemble, hein, essentiellement. Et si, à travers ce que je montre, vous allez en retirer quelque chose de positif, c'est tout ce que je cherche. Le but, c'est l'amusement. Voilà. Donc, les personnes qui ont des blocages, aucun problème. Chacun a les siens. J'ai les miens aussi, mais je ne vais pas vous en parler parce qu'on n'est pas à confesse. Voilà. Alors, plutôt que de jouer les sempiternels, Hill 621, Guards Counter-Attack, Gavin Take, etc., les scénarios que certains joueurs, dans un sens d'originalité ou plutôt de nostalgie obsessive, continuent à jouer alors que ces scénarios ont, pour certains, bientôt 50 ans, et voilà, ils vivent dans le remule d'une nostalgie peut-être liée à leur retraite proche et le sentiment que la mort va les toucher, donc ils veulent vivre une petite jeunesse. Non, je plaisante. Bref, euh, voilà, j'ai eu à cœur de pas jouer des scénarios ultra connus, mais de jouer un scénario finalement qui est sorti récemment. Là, on est début 2023 et The Winter Offensive Pack de scénario 14 qui sort avec une ou deux cartes, deux ou trois scénarios, présente son premier scénario, le WO43, un bon petit scénario, me semble-t-il, pour introduire AASL, puisque on va le voir, on a d'abord deux forces d'infanterie qui s'affrontent, puis à partir du tour 3, il y a des renforts blindés. Du côté allemand, un Panzer Dreige et deux Stuge Dreibe. Et puis du côté soviétique, un T-34 M41 et deux T-60 M42. Donc on aura des armes combinées à partir du troisième tour. C'est un scénario relativement court, donc qui dure 6 tours. Donc j'espère pouvoir vous emballer tout ça sans prendre trop de temps. Voilà. Euh, Bien sûr que ces enregistrements se font en plusieurs parties et cette première partie sera la mise en place. Donc voici la situation telle que montrée voilà, sur le jeu VASL. Petite remarque avant qu'on se lance dans l'explication. Donc on est en juillet 1942. Euh, Pendant l'offensive d'été, mais en fait on a à l'aube de Fall-Blau, cette grande offensive vers le sud-est qui finira à Stalingrad. Mais ici on est avec le 7e corps d'armée dirigé par Ernst Eberhard Hell, d'où le titre Hell's Headache. Voilà, les designers sont toujours dans une quête voilà, de noms qui pourrait évoquer quelque chose. On pourrait dire un mal de tête de chien, voilà, ou d'enfer, on ne dit pas tellement en français. Voilà, et puis donc il est face à une contre-attaque ou un empêchement de la part de la première armée de chars dirigée par le général Mikhail Katukov. Et il a donné instruction à ses hommes de s'enterrer en leur expliquant, ce qui est en principe militaire général, c'est pas particulier à lui, que ce qu'il ne pourrait pas accomplir par la sueur, il le payerait par le sang. Ça on le dit en général quand on, on apprend aux gens à se retrancher, que s'ils ne se donnent pas beaucoup de peine, s'ils ne dépensent pas de sueur à se retrancher, et ils le payeront par le sang. Bref.
Voilà, on est dans un village de Grémiache et la division 387 du général-lieutenant Arnaud Yar attend donc cette attaque soviétique. Et puis on verra que dans les faits, comme beaucoup de forces ont été diverties par les Allemands pour le Fall Blau, on va dire que M. Hell avait peu de ressources, mais en face, les Russes étaient aussi épuisés. Donc on est dans une situation, voilà, assez semblable. D'ailleurs, je trouve intéressant, les ordres de bataille se ressemblent au niveau des armements, etc. Donc chacun peut y aller du sien. Voilà. Alors les conditions de victoire, je les ai listées ici, on va pouvoir les lire. Je vais peut-être même déplacer ici ce stack qui doit intervenir au troisième tour pour qu'on voit ce qu'il en est. Disons, il y a des conditions de victoire assez particulières, mais on va ensemble mettre certaines choses en place au niveau des conditions de victoire. Alors je vous ai déjà remarqué ici et ici, j'ai déjà mis les limites de placement, donc le soviétique se placera de manière originelle à l'ouest et puis l'allemand à l'est. Donc voilà, la ligne bleue, ligne rouge pour le premier, ligne bleue pour l'autre. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que le russe gagne s'il a plus de points de victoire que l'allemand. Alors, comment est-ce que les points de victoire se scorent? Donc c'est pas des points de victoire de comment dire ouais, c'est pas très clair, voilà, je réalise, mais bon. Je pense qu'il y a des points de victoire normaux, mais disons, chaque blindé mobile, selon la règle des points 7, sur la carte, à la fin de la partie, vaut un point de victoire. Donc c'est sûr pour chaque camp. Les prisonniers seulement valent leur point de victoire normal et pas doublé. Ce qui impliquerait que dans les points de victoire globaux, les points de victoire liés aux pertes sont aussi comptés. Ça me semble logique, sinon on ne compterait pas les points de victoire des prisonniers à simple. Chaque bâtiment contrôlé par l'un ou l'autre, si je comprends bien, entre L et R, donc entre cette colonne et cette colonne ici, donc tous ces véhicules, voilà, tous ces bâtiments ici, rapportent un point de victoire. Par contre, pour chaque bâtiment entre S et AA, ici, le russe remporte 2 points de victoire. Et puis pour chaque bâtiment contrôlé entre E et K, ça rapporte 2 points de victoire à l'allemand. Voilà. Donc on va jouer que les points de victoire de perte sont aussi comptabilisés. Je vais poser la question sur Game Squad. Comme ça, j'aurai sans doute la réponse avant la prochaine partie. Mais de toute façon, pour la mise en place, ça ne change pas grand-chose. Hein. On doit chacun prendre, soit résister, refuser, ou conquérir le village. Alors, ce qui est intéressant pour des joueurs débutants, on va vite regarder cette carte, puis après on y passera, on passera au placement. Vous avez beaucoup de maisons en bois, ici, partout, essentiellement que en bois. Cette configuration de village, en fait, est née d'un débat, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, sur Game Squad, peut-être moins, où on a réalisé qu'il n'y avait pas de carte qui présentait de ces petits villages russes typiques avec des isbas, parfois protégés par des barrières et des haies. Alors on est typiquement dans un village de type soviétique. Il y a des shell holes ici un peu partout. Voilà, on sent que c'est un endroit qui n'a pas été épargné par la guerre. On a un galet ici qui peut permettre d'approcher l'ennemi sans être trop vu, de la broussaille, du brush, du orchard. Alors, je vais sans doute utiliser les termes anglais, de temps en temps parler français, bref, voilà. Et puis je parle suisse aussi, puisque nous sommes sur la carte 89, donc pour les Français, c'est 89. Mais s'il y a un peu on va dire, de mon français helvète, et particulièrement vaudois qui ressort, voilà, je n'en ai pas honte et je l'assume. De toute façon, mon accent un peu chantant vous a déjà mis sur la piste que je n'étais pas un Parisien. Mais voilà,
tout le meilleur pour les amis parisiens. Ici, il y a du marécage, un étang infranchissable, donc une espèce d'obstacle quand même pas super. Des champs de blé qui sont en saison, au mois de juillet, on est parfait. Les orchards sont aussi en saison. Pour les orchards, ça ne change pas grand-chose vu qu'il n'y a pas de location au niveau 1 ou 2 ou quoi que ce soit. Donc de toute façon, ils sont un hindrance en inherent. Et puis un tout petit peu de forêt. On a presque envie de dire que c'est l'excuse pour joindre cette carte à d'autres géoboards. Il y a juste ici une carte forêt qui n'est pas limitrophe de la carte. Donc voilà, on a une situation, pas trop de terrain difficile. Et on verra au fur et à mesure comment s'organiser dans cet environnement relativement simple. Il y a un pont ici qui traverse le Galet. Les routes sont pavées, donc par définition les routes pavées, on peut y mettre des tranchées. Voilà. Et voilà, je me suis amusé à placer des petits marqueurs qui montrent le nombre de points de vie, de points de victoire qu'apportent les véhicules, donc les bâtiments décidément. Il faut que j'arrête de boire. Donc ici en rouge, c'est des points de victoire qui ne valent que pour les Russes. En blanc, donc 2 points de victoire par bâtiment. Ici, les points de victoire qui valent pour tout le monde en blanc. Et en bleu, les points de victoire qui ne valent que pour les Allemands. Au niveau des règles spéciales, la première, au niveau des conditions météo, etc., moderate, donc bref, pas d'effet sur le feu ou quoi que ce soit, pas de vent au début, et puis kindling is not authorized, alors ça, not applicable, ça, beaucoup de scénarios ont ça, parce que c'est clair qu'on pourrait mettre le feu, par exemple l'Allemand pourrait s'amuser à mettre le feu au village et rendre impossible la progression russe, etc., ou mettre le feu au champ de blé pour s'amuser, bref, en plus c'est une pratique assez rare, donc on va passer dessus, hein. Deuxième règle, c'est que l'Allemand peut déployer librement jusqu'à 4 squads. Il en a au début 9, ce qui pourrait permettre de n'en déployer qu'un. Là, on peut déployer jusqu'à 4, sans doute pour assouplir la défense allemande. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant pour déployer des squads? Bon, il y a certainement la MMG ici et le mortier qui méritent d'être servis seulement par un half squad. On peut s'amuser peut-être à avoir d'autres half squads. On verra comment les choses se passent. Une petite remarque, c'est que les conscrits soviétiques qui sont ralliés, quand ils sont ralliés par le commissaire politique, sont échangés pour des 5-2-7. Donc, comme en début de guerre, normalement ils montent en 4-4-7, mais ils deviennent des 5-2-7 quand c'est un commissaire. Bref, on est dans un truc un peu rigolo. On va voir combien de temps ça arrive. Et puis, il y a aussi la règle que les équipages de blindés ne peuvent pas abandonner volontairement leur véhicule pour éviter la tactique d'un blindé qui file vers l'arrière, dont l'équipage voilà, débarque et commence à occuper et contrôler des bâtiments. Voilà. Je me suis toujours dit que cette règle, voilà, elle arrive souvent, ce qui montre c'est une tactique un peu à la, je vais rester poli, à la manque. Euh, il aurait été peut-être intéressant au niveau des règles, donc normal, de simplement dire qu'un équipage de chars ne peut pas prendre de contrôle, ou que l'équipage de chars a un rapport au contrôle des lieux et des bâtiments identique à celui d'un SMC, d'un Soul Man Counter. Hein, un leader ou un héros peut empêcher le contrôle, mais peut pas le prendre. Voilà. Mais bon, bref. On est obligé, cette règle apparaît souvent, c'est comme le kindling aussi. Il aurait peut-être été à l'origine, si on n'avait pas vu certaines tactiques se développer, on aurait pu considérer que le kindling n'est permis que si une règle spéciale le fait. Mais bon. Alors soyez attentifs si vous tombez sur un scénario et qu'il n'est pas écrit kindling NA, soyez attentifs que vous pouvez peut-être en faire usage, alors que peut-être que le concepteur n'y a pas pensé. Mais ici c'est Pete Schelling, un tout bon et abondant concepteur de scénario.
qui était aussi impliqué dans cette réflexion. Je lui ai demandé sur Game Squad s'il était bien, si cette carte était bien à l'origine de la discussion que nous avons eue. Donc l'allemand se place le premier et le russe bouge le premier. Donc l'allemand est plutôt dans une position défensive. Voilà. Et donc dans les deux cas, vous voyez par ici en haut, j'ai déjà mis des piles de pions qui vont arriver sur la carte au tour 3. Donc l'allemand, de manière non surprenante, peut arriver par le nord, sur ou à l'est de U, donc ici, voilà, il peut arriver par ici. Et puis lui, le russe, le soviétique, vient par l'ouest. Voilà. Bon, bah, ils rejoignent le village, quoi. Donc les Allemands se plaçaient premiers. Ah oui, j'ai ici et ici donc montré la valeur de sniper de 3 des tireurs d'élite, des snipers. Je leur donne un prénom. Alors, soyons clairs, parce que les puristes vont tout de suite me tirer les oreilles. Ce ne sont pas des Soulman Counter. Le sniper est en quelque sorte... Alors, ça peut représenter du tir sniper, ça peut représenter des effets inattendus du champ de bataille. Moi, j'aime bien leur donner un petit nom. Mes leaders aussi, Elterer, Bruegger, Dommer, etc. Chez les Russes aussi, hein. Orlovsky, Novikov, etc. Ça permet aussi en cours de partie de ne pas toujours dire le 7-0, etc. Leur donner un petit nom. Vous avez noté ici qu'il y a un commissaire politique, Markov. Je pourrais transformer, je pense, Novikov en commissaire politique, mais je vais garder le mix qui est donné. Donc ce commissaire est donné dans l'OB. Hein. On peut en avoir jusqu'à 2, mais bon. Donc, l'Allemand va devoir se placer ici en attente de l'attaque soviétique. Bien. Qu'est-ce qu'il a? Il a toute une série de squads, ici 9 squads, j'espère que je n'en ai pas rajouté, des fois je me trompe, je regarde bien. Vous voyez, quand on se promène au-dessus, ça montre 3, 6, 9, c'est bon. Un équipage, bien sûr, pour le canon anti-char, 3 leaders, des mitrailleuses, un petit mortier, et puis des concealed qui vont permettre aux Russes, quoi, qui vont empêcher que le Russe tape trop fort au début. Et puis des tranchées. Donc, on va devoir réfléchir à comment se placer. Les tranchées peuvent se placer à peu près n'importe où. Euh, oui, il va falloir voilà, négocier le coup ici. Donc les Allemands peuvent aller jusqu'ici en cas. On va bien sûr se coller. Alors quelques petites remarques tactiques que je me dis tout de suite. Donc le canon anti-char commence forcément hidden. Les tranchées sont hidden, mais elles apparaîtront dès qu'elles sont dans la LOS adversaire. Donc je tâcherai de les faire apparaître au bon moment. Ce canon anti-char, à mon avis, il ne faut pas qu'il se révèle trop vite. Voilà. Son but, c'est de tirer sur des blindés. Voilà. Et bien sûr qu'il peut faire de tir anti-infanterie, mais bon, on peut le mettre à un endroit un peu rigolo, un peu vicieux, je sais pas. On va essayer de réfléchir à ce qu'on fait. Euh, le soviétique pourrait venir ici avec ses chars, hein, donc c'est vrai que c'est un chemin. Il est aussi tenté de prendre le chemin le plus aisé. Euh, Alors la grande question certains me posent, mais comment est-ce que tu fais en solo pour placer un canon HIP, etc. Ben, je le place à un des endroits qui me semblait plus sympa. Et après je joue l'autre partie comme si, c'est-à-dire je joue comme si je savais qu'un canon peut être placé n'importe où. Voilà. C'est ainsi que je fonctionne. Et bon, ça fait depuis longtemps que ça marche. Parce que peut-être l'avantage de ce tour de l'esprit, parce que ça demande un certain tour de l'esprit, c'est quand on joue en face-to-face et qu'on est face à un adversaire qui a des unités camouflées, HIP, on n'est pas trop stressé, quoi. On n'est pas paralysé par la peur d'avancer. De toute façon, on va peut-être s'en prendre une dans la gueule, peut-être pas, mais c'est pas bien grave. Voilà. Alors, ma réflexion, c'est comme les Russes vont arriver ici au tour 3, le temps qu'ils arrivent à se placer par ici ou par là, euh,
et que les Allemands vont arriver ici très rapidement. Il y aura vite une confrontation, par ici en tout cas. Et donc, il pourrait peut-être être plus intéressant de placer le canon anti-char peut-être plus par ici, un endroit peu accessible où l'infanterie russe va pas vouloir aller, on va peut-être pas non plus essayer de tirer dans l'air, dans le vide, pour voir ce qui se passe, ou même se tenir un peu en retrait, parce que je ne sais pas à quel point les Russes auront le temps auront pu avancer, hein. Ça c'est l'histoire qui nous le dira. Un déplacement intéressant, c'est The Brush, parce que ça permet aux blindés de pivoter sans être paralysés. C'est-à-dire que non, blindé, un canon anti-char ou un canon qui tire depuis une forêt, d'abord, une fois qu'il a tiré, son cover d'act est fixé pour la phase. Et en même temps, s'il doit pivoter, eh bien, s'il pivote une fois, d'abord son rate of fire baisse parce que c'est un non-turret gun, et donc, mais c'est pas un blindé. Donc déjà le 50L verrait sa ref baisser à 2, et puis après il est fixé son truc, son caveduct. Donc c'est pas génial. Je vais le mettre à un endroit, peut-être que je vais me dire le russe va essayer d'y passer, mais bon, je pense que si je place ici mon 228, je vais déjà en quelque sorte le camoufler, voilà. Et puis placer, j'ai toujours de la peine à placer ces trucs correctement, voilà. Donc là il est en version camouflée pour tout le monde, et il devient HIP. Voilà. Bon. Je m'interroge maintenant sur ces 4 squads qui pourraient être déployés. Je pense que j'en déployer que 3, sinon ça devient ridicule. Quoique finalement, ouais, non, mais ouais, ouais. Alors, je vais les déployer et les cloner. Alors je vous recommande, hein, si vous n'avez pas l'habitude de VSL, il y a quelques raccourcis de touches. Vous pouvez toujours utiliser les petits menus contextuels, mais voilà, CTRL V, ça divise ou ça double, hein, donc ça passe de squad à half squad, et puis CTRL K, ça clone, donc ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et puis avant qu'on réfléchisse, ouais. Il faut que je les pose quelque part, mes petits cocos. Allez, on peut les séparer. Voilà, je m'amuse à descendre un peu de l'écran. Je vais déjà confier une mitrailleuse, ça c'est sûr, à l'un, un mortier à l'autre. Et puis les autres, je sais pas si c'est très... Je trouve quand même intéressant qu'un 4-6-7 utilise une LMG, un autre 4-6-7 une LMG. Donc là, ils auront 7 FP de base à portée normale. Petite remarque, je joue avec l'Infantry Fire Target officiel et donc pas le incremental euh, euh, voilà, FT, IIFT, pour deux raisons. Un, parce que finalement ça permet de jouer la partie selon les règles les plus simples et les plus habituelles. Deuxièmement, je ne crois pas à la vertu de l'IFT. J'ai joué pendant 15 ans avec l'IFT, j'ai vu que ça changeait pas grand-chose, et je vais vous dire le vrai secret, c'est que comme je suis un grand paresseux, je mémorise beaucoup plus facilement la IFT pour on va dire, jusqu'à 16, et pour les résultats les plus fréquents, je connais par cœur mes tables, j'ai pas besoin d'aller les ouvrir. Avec l'IFT, il y a toujours un doute. Est-ce que ma colonne 9 par rapport à la colonne 10 a une différence de X, etc. Et on est tout le temps en train d'aller ouvrir sa table de jeu. Maintenant, certains joueurs qui croient encore au mythe qu'un wargame est une simulation très très réaliste de la réalité des combats tiennent à l'IFT parce que ça leur permet d'utiliser le dernier FP qui leur reste à tel moment. Ben voilà, je les respecte infiniment, mais je ne partage pas leur illusion. Ou l'idée, voilà, que vraiment ce jeu c'est stupide si tout à coup je m'abstiens d'utiliser une mitrailleuse, etc. Donc finalement, mais c'est juste pour dire que mes 4-6-7 ici, bon, ça monte à 7 FP, mais la table saute de 4 à 6, de 6 à 8, donc ça vaut du 6, voilà.
J'en ai fini avec mon laïus et oui, j'ai oublié de dire, peut-être pour les joueurs débutants, que euh, ce débat entre l'IFT, etc., euh, c'est une occasion de flame war, comme on dit, c'est-à-dire voilà, de débats acharnés depuis des décennies, depuis que Monsieur Jay Kaufman a proposé cette option dans le premier annuel, donc ASL 89. Euh, et d'ailleurs, Jake Hoffman, plus personne n'en parle. Je ne sais même pas s'il joue encore. Ça m'étonnerait. Il faut savoir aussi que dès l'annuel 1990, donc 90, Mark Nixon, tout grand joueur, a contesté ce IFT et on a dû ajouter une espèce de système pour que les task checks générés par l'IFT, qui sont plus abondants que sur l'IFT, ne dépouillent pas, dans certains cas, les unités camouflées, etc. Donc on sent que c'est une table, c'est parti d'une idée intéressante, mais finalement cette table a dû être régulièrement révisée pour pouvoir rendre les choses plus agréables. Donc, en plus, certaines colonnes sont plus intéressantes que d'autres, donc l'histoire de combinaison, etc., pour atteindre telle colonne existe aussi. Donc, je pense que c'est une demi-solution à un faux problème. Bien. Euh, Ce qui est surtout important dans le dispositif allemand, donc il va devoir défendre ses ISBA, etc., c'est d'utiliser les tranchées. À quel escient? Bon, l'avance, elle est assez linéaire, hein, il n'y a pas de grand contournement possible. Ce qui est intéressant avec les tranchées, c'est qu'elles rendent difficile aussi la traversée pour les blindés. Donc un blindé qui irait le long d'une route, s'il doit passer par une tranchée, il doit faire un test de bog. Petit aspect aussi intéressant pour les tranchées, c'est la règle B276, si je ne me trompe. Je vais encore contrôler. Oui, attendez. Ouais, c'est ça, B276, euh, qui permet à une tranchée, par exemple, au niveau 0 ici, si elle est placée ici, qui permet aux unités d'entrer directement dans une location plus basse, comme le Gali ici, ou d'y monter plus facilement. Donc il y a un côté aussi peut-être sympathique. Alors, il me semble que il y a aussi une utilisation intéressante des tranchées, c'est qu'elles permettent aussi à des unités de pouvoir dérouter à travers sans se faire interdire. Donc je les mets déjà en camouflage puisqu'ils ne sont pas censés être visibles. Et je vais réfléchir maintenant au placement de mes unités tranchées. Je suis plus très sûr de ce que je vais faire. Là, j'ai encore oublié de poser 2 HS. Voilà. Alors, on va se placer comme on peut, hein. Et puis l'important, c'est de se faire plaisir, bien sûr. Mhm. Alors, je pense assez certainement une tranchée ici est pas mal. Ici, ici. Et c'est aussi important de les mettre côte à côte. Je pourrais les mettre deux par deux, hein, parce qu'elles connectent entre elles. Donc c'est un peu dommage de les utiliser de manière isolée. Sinon, elles ne voudraient pas mieux qu'un foxhole. Et on va sans doute en placer une ici. Voilà. Donc ça empêche peut-être ici surtout, hein, les blindés de caracoler le long de la route de manière trop forte. Alors, comment je réfléchis à mon coup? Il faut essayer de pas trop s'exposer dès le premier tour aux Russes, mais bon, ils s'arrêtent ici, hein, donc c'est pas non plus à l'autre bout. Je pense que la petite mitrailleuse moyenne, elle fait sens ici, en ce sens qu'elle peut tirer jusqu'ici sans obstruction. Bon, ici il y a bien sûr, il y a Orchard. Euh, et puis bon, je pense pas qu'il y a beaucoup. Ouais, on pourrait imaginer de l'infanterie se promener par là, mais bon, faut voir qu'est-ce qui est le plus déroutant ou non. Ne pas oublier le russe peut se placer ici, donc il a une super visibilité ici. Euh, ouais. Ouais, on pourrait mettre ici sans doute dans la tranchée une mitrailleuse. Voilà, une défense en mitrailleuse. Euh, bon.
J'y vais à l'arrache, vous en faites pas, hein, je passe pas des heures non plus. Je vais mettre ici un squad. Voilà. Et- Alors, le petit mortier, c'est embêtant parce il est. Il peut pas tirer depuis une maison, hein, c'est logique. Hein. Toujours essayer de tirer un mortier, il paraît qu'il y a des plafonds qui embêtent. Bon, il est moyennement utile, mais il peut embêter. Ça peut être intéressant de le placer dans des. Ouais, dans quelque chose de plus. Voilà, qui peut juste un peu poivrer l'adversaire. Mhm. Ouais. Il n'y a pas de placement idéal, vous en faites pas dans ce jeu. Allez, je le mets dans la tranchée ici. Hein, il s'amusera bien quand il peut. Voilà. Euh, on va venir se coller ici. Mettre un half squad là. Voilà, après, le russe va lui tirer dessus bêtement, mais c'est pas grave. Non, on va se mettre là. Bon, le russe peut venir jusqu'ici, c'est vrai, il peut embêter. Faut pas non plus avoir peur de manière excessive. Ici, ouais, tout juste le russe pourrait squeezer un tir là-dessus. Donc, bon, on fait avec. Hein. Alors là, j'ai de nouveau un squad avec une mitrailleuse qui va se mettre ici. Euh, Peut-être je fais vraiment des grosses bêtises, on verra bien. Mhm. Non, non, mais c'est bien de mettre un peu de résistance. Bon, il y a des pions de camouflage qui pourraient faire des dummies, comme on dit. Les dummies, c'est pas l'idéal non plus. Ici au fond, on va juste se camoufler au fond du, du ravin pour empêcher que le soviétique fasse une avance intempestive. Vous remarquez aussi que je n'empile pas trop les pions parce que ça, l'empilement, ce n'est pas bon. Mhm. Allez, je me trouve pas d'une originalité insigne. Mhm. Ouais, allez, hop. Puis un petit 2-4-7 quelque part. Non, ça m'intéresse pas non plus ici. On va venir ici. Ok. Alors, j'ai des bons leaders. Je mets deux morts ici avec la mitrailleuse. Ouais. Brueger et Alterer. Alterer. Bon, je crois que je vais lui ajouter un half squad comme ça, il a un petit peu du répondant. Et puis Brueger ici, pas trop loin non plus. Voilà. Ok. Au niveau des pions de camouflage, bien sûr ceux qui sont en ligne directe et qui peuvent être directement vus. Euh, ouais, c'est aussi sympa de camoufler un peu les. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Camoufler un peu les unités. Ouais, c'est bon. Ouais, là, je vais mettre. On aime bien. Peut-être l'autre se dit il bluffe, il ose quand même pas mettre une unité dans le ravin. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire, donc les pions de camouflage ne se placent que dans du concealment terrain. Donc ici, je ne pouvais pas mettre un demi, je sais pas, au milieu d'un ravin comme ça, parce que c'est pas du concealment terrain. Bon, j'ai bien nettoyé la carte au niveau des moves, hein. C'est juste pour le plaisir. D'accord, alors maintenant le russe va se placer, après chacun va placer son sniper, et puis on va commencer la partie. Ok, là j'ai les 5-2-7 qui sont comme des bonnes unités d'assaut. Voilà. Et là on peut pas mal s'empiler, vu qu'on n'est pas en vue, on va pas tirer. Il faut toujours rappeler ça. ASL n'est pas un jeu de, où la puissance de tir prime, mais d'abord un jeu où la manœuvre prime la plupart du temps. Il y a beaucoup de petits trucs qu'on doit se mettre en tête, peut-être je les dirai en passant. Voilà.
Mais un typiquement, c'est si tu te demandes si tu dois tirer ou bouger, et ben la réponse c'est que tu dois bouger. Voilà, ça c'est une petite règle. Là, on va donner un peu de punch à ces 4-4-7. Bon, le ATR ici, bof. Ça m'embête, je vais pas donner le mortier à des conscrits, je vais le donner à des premières lignes. J'ai pas envie de casser ces machines bêtement. Hmm. Ok, alors on va essayer de placer tout ça. J'ai déjà mis du monde ici. Prends ici. Je suis embêté, mon mitrailleur est pas très très bien placé. Ouais, je peux commencer à vouloir me mettre ici pour avoir le monde à distance. Je suis pas dans les meilleures situations, mais bon, la forme elle permet. Mhm. C'est pas vraiment génial. Ouais, ouais, mais bon, ils sont faits un peu pour ça. Ouais. Tac, 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 tac. Ouais, ça crée une sorte d'interdiction des lieux. Euh, je vais m'amuser à en mettre ici. Voilà. Alors ici, il faudrait que je trouve euh, quelque chose qui indique qu'ils ne sont pas sur le pont, mais sous le pont d'Avignon. Écrouton, info. Locate, bridge, voilà. Donc on va mettre le petit bridge ici, faire joli. Voilà. Hein, ils sont sous le pont. Mhm. Et puis ils vont pas avancer seuls. Mhm. Je vais en rajouter deux ici. Ok. Il n'y en a pas non plus des milliers, hein, de ces cocos. Alors, quelques conscrits. Ah, bien sûr. Ça, c'est Vaisel par moment me casse les pieds. On en sélectionne deux, il y a tout le stack qui bouge. Bon, ça c'est. Ah, ouais. Bon. Les gars avec la TR, on va pas les mettre sur le front, on va les mettre ici, peut-être en bas de la pile. Mhm. Le mortier. Ah, le mortier. Tiens, tiens, tiens. Bon, ben on va le mettre là. Quitte à faire quelque chose, mais c'est pas passionnant. Il va peut-être en souffrir de toute façon. Mais bon. Mhm. Il faut déstabiliser l'adversaire, hein, c'est ça le truc. Donc là j'ai deux unités, j'ai presque envie d'en mettre trois. Allez, j'en mets trois. Tant qu'ils sont là au fond, ça devrait jouer. Voilà. Et puis les petits conscrits ici, ils se mettent en tas. Voilà. Et puis on va venir ici en soutien. Donc il y a quand même une force qui va avancer, boum, assez frontalement. Alors ici, Ostrovski va quand même devoir se placer. Et puis... Ah là là. Markov, il est quand même pas mal, hein. C'est un commissaire qui augmente de 1 ses troupes, d'accord. Et on va avancer au couteau là, c'est peut-être bien de l'aider. Et puis Novikov va venir ici pour les assister. Voilà. Bien, chacun va placer son sniper. Son sniper doit être à 6 cases, donc dans un rayon de 6 cases d'au moins 6 unités ennemies. J'aime bien le mettre plus ou moins au milieu de la carte qui gicle pas tout de suite à l'arrière. Ah ben, ici aussi, on va mettre le sniper sur la route, on se comprend, c'est simplement un marqueur. Voilà. Je pense que le placement vaut ce qu'il vaut. L'important, hein, c'est que vous voyez les mécaniques de jeu. Je suis en train de me donner déjà plein d'excuses parce que sans doute certains vont dire que mon placement est horrible, ce qui est sans doute tout à fait vrai. Voilà, on enlève les marqueurs de placement et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc le russe va jouer le premier. Ah, il y a une molette pour faire avancer les phases. Je le mets ici. Pour la confidence, c'est ma seule, non, c'est une de mes seules petites contributions au monde ASL, c'est que sur le site français Code 1664, j'avais inventé ou l'idée de faire ce pion, plus ou moins, donc octogonal, qu'on peut tourner comme ça. Et puis tout à coup, j'ai vu que ça a été intégré dans VASL avec des améliorations. Donc c'est très bien, on sait très bien où on en est exactement. Euh,
pour la petite histoire, quand je joue sur table avec du vrai matos, eh bien, euh, j'utilise des dés à 8 faces. J'ai deux dés, un de couleur bleue, un de couleur rouge, bleu pour l'axe, rouge pour les alliés. Et comme il y a 8 phases de jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indique la phase qu'il va falloir entamer. Bien, voilà pour le placement. Je peux déjà aussi, avant toute chose, maintenant que la partie va commencer, donc camoufler les unités qui sont manifestement hors visibilité. Voilà. Alors, aussi, il y a aussi une règle dans ASL quand on joue face à face, mais aussi, alors là, il faut jouer sur l'honneur. Quand on joue par VASL, c'est qu'au moment du placement, on n'a pas le droit de regarder autre chose que le haut d'un stack. Donc théoriquement ici, par exemple, le russe ne peut pas, le joueur russe ne peut pas savoir ce qu'il y a sous Monsieur Bruegger. Maintenant, quand on a 8-1, on se doute qu'il n'a pas juste des joueurs d'accordéon sous ses ordres. Alors ici, hop, euh, je pense pas, attendez, je vais quand même tester la losse, juste pour voir. Ah, ouais. Ah, elle passe, donc ceux-ci ne sont pas camouflés, voilà, ils vont se faire moucher bêtement d'emblée. Ceux-ci ne se camouflent pas, ceux-ci oui, bien sûr, évidemment. Ah oui, dans VASL, faites attention de ne sélectionner que le pion du haut, sinon il va vous mettre du conceal sur chacun des pions, ce qui rend totalement illisible la situation. Voilà. Maintenant, j'ai une question. Je pense que d'abord, que cette tranchée est visible pour le mortier. Je vais essayer, et vice-versa, bien sûr. Ouais, il y a plein de hindrances, mais oui, voilà. Donc, on va décamoufler la tranchée. Cette tranchée aussi me semble être dans la visée de Monsieur Orlovski, qui a décidément bien choisi son coin. Bien quand on joue comme ça contre soi-même, on se trouve tout à coup plus con et plus intelligent qu'on le pensait. Alors, hop, voilà. Et peut-être celle de derrière aussi. Je teste, je teste. Voilà, donc la partie commence en effet avec 3 des tranchées visibles. Voilà. Cette fois, on a de quoi commencer la partie. Euh, euh, voilà, je propose qu'on s'en arrête là. Et puis, je me réjouis de commencer à vraiment jouer avec vous pour ce scénario qui va être un scénario de combat semi-urbain. Voilà, oui, un peu de tout, c'est parfait, ça me fait plaisir. Alors, à la revoyure.